va à nouveau complètement changer de décor avec notre prochain intervenant. C'est le dernier avant la pause. Je vous emmène ailleurs. Et si, au-delà des technologies les plus folles, l'humain seul détenait les clés d'une stratégie de performance? Il vient du monde de la culture. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous ce matin pour jeter un regard nouveau sur son métier. Il a baigné dans le milieu musical dès son plus jeune âge. Il a derrière lui une riche et prestigieuse carrière internationale. Mais c'est aussi un enfant du pays. Pour parler d'intelligence artificielle et surtout d'autre chose que de l'intelligence artificielle, pour parler d'humanité, merci, mesdames et messieurs, d'accueillir le chef d'orchestre, Jacques Mercier. Bonjour. Installez-vous, vous allez bien, Jacques? Je vais bien, oui. Bon, alors... Je l'ai dit, vous êtes chef d'orchestre, vous avez remporté à l'unanimité le premier prix de direction d'orchestre au Conservatoire national supérieur de musique de Paris et la même année, excusez du peu, celui du concours international de Besançon. Vous avez dirigé de prestigieux orchestres de par le monde, Londres, Berlin, Moscou, Amsterdam, Milan, Madrid, Séoul, Kyoto. Vous avez participé à de nombreux festivals, dont celui de Salzbourg, qui est peut-être un des plus connus. Pendant 20 ans, vous avez été le directeur artistique de l'Orchestre national d'Île-de-France, mais aussi le chef permanent du Turku Philharmonic en Finlande. Un hologramme, peut-être, déjà, si vous étiez simultanément en Finlande et en Île-de-France, vous nous expliquerez comment vous avez fait. Et puis, et ça c'est intéressant, de 2002 à 2018, vous avez été à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Lorraine et déployé votre talent de très nombreuses fois ici, dans cette belle salle de l'Arsenal. On le sait. Ah ouais, on le sait, vous êtes à la maison ici, vous êtes un ardent défenseur du répertoire français et de la musique contemporaine, et c'est effectivement, je le redis, vraiment un plaisir de vous avoir avec nous ce matin, Jacques Mercier. Un chef d'orchestre, Jacques, par sa fonction, c'est quelqu'un qui est au cœur d'un collectif humain et pas n'importe lequel. Un collectif humain qui est exigeant, qui demande une coordination millimétrée. Et souvent, on dit de vous d'ailleurs que vous êtes quelqu'un de précis, quelqu'un de sensible. À votre avis, demain, est-ce qu'on pourrait imaginer ce rôle de chef d'orchestre incarné par un robot humanoïde? J'ai vu il y a très peu de temps d'ailleurs sur Internet un petit robot coréen qui dirigeait un orchestre. Alors évidemment c'était un gadget, c'était très court. Alors le petit robot faisait des mouvements assez stupides comme ça, 1, 2, 1, battait la mesure, 2. quoi. Il battait la mesure, oui, c'est tout. Donc c'était au fond un sémaphore. Ça me rappelle d'ailleurs ce que disait Pierre Boulez un jour. Il faisait un concert devant beaucoup de jeunes et un jeune un petit peu plus audacieux que d'autres, il dit mais au fond, maestro, vous êtes un sémaphore. Et Boulez, un peu piqué au vif, se retourne et dit oui, mais un sémaphore intelligent. Et donc ce petit robot n'était pas intelligent du tout. D'abord, il est complètement sourd. Alors évidemment, ça permet de faire une émission de télévision. Je ne doute pas que ces robots puissent s'améliorer, qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Mais je doute qu'il ait la sensibilité et, je dirais, l'inventivité, le côté, au fond, d'une démarche artistique. Je ne pense pas qu'il l'ait un jour, d'ailleurs j'en suis certain. Ouais. Mais est-ce que, quand même, on va creuser la question, je suis là pour ça, est-ce que malgré tout, aujourd'hui, en 2025 et demain, la technologie peut ou pourrait aider un chef d'orchestre ou un musicien dans sa pratique, ou est-ce que définitivement vous vous dites non, on est dans deux mondes qui n'ont rien à faire ensemble, définitivement mettre de l'IA ou du numérique là-dedans, c'est nuire à l'authenticité de l'interprétation, par exemple? Je n'y crois pas, vraiment. Je pense que l'IA peut nous aider de manière technique. Par exemple, dans les enregistrements, il y a des logiciels qui arrivent à analyser l'intonation, c'est-à-dire la justesse, le rythme, le phrasé, et qui peut, cette intelligence peut corriger. Alors ça, oui, on peut s'aider. Mais autrement, c'est impossible. Vous voyez, par exemple, l'intelligence artificielle va se rendre compte
qu'à un moment, dans un aria, une soprane chante un air et une note, elle est fatiguée, elle n'a pas assez de soutien, une note va être trop basse. L'intelligence, peut-être plus que l'oreille humaine, va dire attention, ça ne va pas. Et l'intelligence va pouvoir reprendre le même son et corriger, faire en sorte que ce soit juste. Alors, si c'est, j'appelle ça de manière un petit peu péjorative, une rustine comme ça, oui. Mais je ne vois pas une intelligence artificielle qui nous suive pas à pas. Imaginons cette chanteuse qui est fatiguée, qui vient enregistrer et qui... disons, s'arrange pour faire un rendu comme ça, approximatif, on n'aura jamais une interprétation. C'est-à-dire ça, c'est impossible. Maria Callas, en vous écoutant, je pense à elle. Elle n'avait pas une voix parfaite. Et c'est précisément dans ses imperfections qu'elle était touchante et qu'elle est devenue iconique. Est-ce qu'on aurait eu la même émotion en écoutant une Maria Callas numérique qui nous aurait en permanence envoyé des notes parfaites? Oui, mais elle aurait chanté juste. Elle avait quand même une présence dramatique. Et c'est ça l'humanité. C'est ça l'humanité, oui. Bien entendu. Jamais une intelligence artificielle pourrait faire ce que fait Callas. Alors, il y a d'autres applications. Par exemple, il y a une application, c'est-à-dire un simulateur qui permet à un jeune candidat à la direction d'orchestre de diriger un orchestre virtuel. C'est vrai que c'est difficile de réunir un orchestre complet, on n'a pas ça à sa disposition. Alors, je dirais le professeur de direction d'orchestre que je suis... moi, je voudrais bien voir ça. C'est-à-dire qu'il peut diriger et tout à coup, l'orchestre va suivre ses mouvements. Il va se rendre compte, peut-être, qu'il fait bien ou qu'il fait mal, j'en sais rien. Bon, enfin, ça existe. Mais il y a une autre application que je trouve formidable. Alors là, c'est la musique à distance. C'est quoi ça ? Alors, c'est-à-dire que vous pouvez faire de la musique de chambre avec quelqu'un qui se trouve, je dirais, à Paris en ce moment. Et fait une visioconférence musicale, quoi. Et plusieurs. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir, mais vraiment très émouvant. C'était pendant le Covid. Il y avait des musiciens de l'orchestre qui s'appelait encore à l'époque l'Orchestre national de Lorraine, qui évidemment étaient dans le désir de retrouver ce travail collectif qu'ils avaient, de remonter quelque chose, de rebâtir, et qui ont joué de la musique de chambre. Alors il y avait un écran avec des fenêtres, et ils ont joué je ne sais plus quelle œuvre. Ça n'avait pas une valeur, je dirais, exceptionnelle sur le plan rendu, mais ça a permis de travailler ensemble. Et ça, c'était formidable. Oui, là, bravo. Comme quoi, on n'a pas fait que boire des apéros en ligne pendant le Covid. Il y a aussi des gens qui ont joué de la musique. Venons sur cette notion de performance, hein, qui est l'une des promesses qui est le plus communément associée au numérique et surtout à l'intelligence artificielle. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez dirigé des orchestres dans le monde entier ou à peu près. Est-ce que vous avez remarqué une variation dans la notion de performance selon les cultures et au fond, qu'est-ce que ça nous apprend sur la place de l'humain dans tout ça ? Oh bien, rien qu'en Europe, j'ai eu un poste pendant 7 ans en Finlande. Les gens étaient extrêmement concentrés, très respectueux, silencieux. Et puis j'ai dirigé plusieurs fois dans le sud de l'Italie, à Naples ou à Palerme. À Naples, ça a été épouvantable, c'est-à-dire on n'avait pas fait une note qu'ils étaient déjà en grève pour des histoires de lumière, etc. L'histoire est très, très, très longue. Ils disaient il n'y a pas assez de lumière pour nous, quand il y a la variété, ça va, on ne joue pas, etc. On a réussi à obtenir quelques spots supplémentaires. On a fait le concert sans peu de répétition. Et d'ailleurs, à la fin du concert, il y a l'alto solo qui est venu me voir et dit c'est impossible de travailler comme ça, impossible, lavorare così. Je dis mais pourquoi ? Parce qu'il y a trop de lumière maintenant. Alors, vous voyez, il y a une différence totale, déjà, entre le nord et le sud. Et ça fait partie du charme de l'exercice ou pas pour vous ?
charme, là, c'était pas très marrant. Non, ça vous agaçait plutôt, et ça vous agace encore maintenant que vous le dites. Oui, l'orchestre de Naples, je m'en souviens, il était d'ailleurs, la RAI de Naples, c'est-à-dire la radio, était tout près du club de foot. Et quand Maradona jouait, il y avait la moitié de l'orchestre qui était absente. Oui, ça se passe un peu comme ça. Donc, ça s'appelle différentes cultures. Les priorités. Alors, Oui. Évidemment, vous allez en Corée, vous allez au Japon, les gens sont très, très respectueux et très efficaces. Allez, on a déjà semé des petits cailloux blancs là, depuis le début de notre échange, mais finalement, si on devait synthétiser ce qu'on s'est déjà dit, quelles sont pour vous, Jacques Mercier, les qualités profondément humaines qui restent irremplaçables dans cette dynamique de performance, justement, malgré l'émergence des nouveaux outils qui sont à notre disposition? Peut-être qu'on pourrait revenir aussi sur la manière dont ça fonctionne, un orchestre. Hein. On l'a peut-être pas assez dit encore. Où est-ce qu'elle va se nicher, cette dimension de performance, quand on dirige un orchestre ou quand on joue dans un orchestre, et qu'est-ce qui jamais ne basculera du côté de l'intelligence artificielle pour vous? Il faut d'abord savoir ce qu'est un orchestre. Alors, un orchestre est un ensemble, c'est une micro-société totalement hétérogène qu'il faut rendre homogène. Et ça, c'est difficile, c'est le rôle du chef, c'est le rôle de chacun aussi d'accepter, d'avoir un sens social très fort. Les musiciens jouent dans des conditions, je dirais, acceptables. On parle de sécurité, on parle de bien-être. Ils sont dans des salles chauffées, avec des spots, bonne lumière, etc. Mais il y a deux points qui sont vraiment difficiles qu'il faut reconnaître. D'abord, c'est le niveau sonore. Ça, c'est très, très fatigant. Vous regarderez, certains d'ailleurs musiciens jouent avec des bouchons d'oreilles, et ça peut se comprendre. Ils entendent quand même. Si vous remarquez aussi derrière, au fond, il y a des cuivres qui jouent très très fort. Eh bien, il y a des abassons pour protéger les autres. C'est plus psychologique qu'autre chose. Mais ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, et on ne le sait pas, qui est beaucoup plus difficile dans la vie d'un orchestre, c'est qu'on est toujours, sans arrêt, du début à la fin de chaque répétition, soumis à des jugements de valeur. C'est-à-dire que vous avez le chef en face qui vous écoute, qui vous sollicite et qui porte un jugement sur vous. Mais pas seulement le chef. Plus difficile, ce sont les collègues qui écoutent. Tiens, aujourd'hui il n'est pas en forme. Tiens, aujourd'hui, hier il jouait plus juste. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire, dans quel métier vous avez votre patron et vos collègues qui sont à côté de vous et qui vous jugent de manière permanente? Alors, vous avez, évidemment, du stress, du trac. Vous avez des problèmes musculaires, vous avez des tendinites, vous avez toutes sortes de... Et c'est là-dessus qu'il faut évidemment travailler pour un chef d'orchestre, essayer d'arrondir les choses pour que le bien-être existe. Je vous donne l'aspect négatif, mais bien entendu, il y a un aspect positif formidable, c'est qu'on travaille dans un but, on a un collectif qui a un objectif. Et on a des moments de grâce. Et ça permet vraiment de souder tout le reste. Et ça s'arrête partout. Alors, on va risquer l'extrapolation, vous avez commencé à le faire. Est-ce que précisément cette dimension collective que vous venez d'évoquer, elle pourrait être inspirante pour des chefs d'entreprise, j'allais dire conventionnels, face à cette tendance, cette dérive vers l'individualisation qu'on évoquait notamment avec Karine Deleuze? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer du monde de la musique qui pourraient, selon vous, s'appliquer en entreprise? J'ai été souvent sollicité d'ailleurs par des chefs d'entreprise parce que, au fond, j'ai fait des études musicales et je me suis trouvé à la tête d'une entreprise. Je me souviens que mon premier orchestre, l'Orchestre national d'Île-de-France, était structuré comme la Régie Renault. C'est complètement fou. Une entreprise artistique. Vous avez des comités d'entreprise, comités d'hygiène et de sécurité. Tout ce qu'il faut. C'était fou. Et je me suis trouvé patron de cela. C'était très difficile. Donc, j'ai fait face. Malgré tout, je parlais des compensations artistiques qui permettent
quand même justement de contrebalancer cet aspect technique et un peu pénible. Alors, oui. Alors, oui, voilà. Oui. Rappelez-moi la question, je me souviens plus. Ma question, c'était est-ce qu'on peut transposer au monde de l'entreprise quelques-unes des ficelles et des réalités du monde de la musique pour ramener du collectif là où on a tendance à fragmenter, à morceler le travail, à individualiser les tâches. C'est-à-dire le collectif est permanent chez nous. On travaille toujours ensemble. C'est petit groupe, grand groupe. Et ça motive. Je vous ai parlé tout à l'heure justement de ce moment pendant le Covid où les musiciens ont absolument voulu retravailler ensemble malgré les difficultés. Au fond, c'est quoi? C'est créer du désir chez les musiciens. Quel est le plus beau mot que le mot désir? Désir de faire de l'art, désir de transmettre, désir de partager. Et le chef d'orchestre, il est là pour ça. Donc c'est peut-être l'exemple qu'on peut donner à des chefs d'entreprise, c'est créer ce désir. De créer le désir, c'est joli ce que vous dites. Allez, encore une question en lien avec les éléments amenés par Karine Deleuze avant vous. Elle a appelé à ralentir dans un monde où effectivement tout s'accélère, on veut tout de suite et de plus en plus vite. Qu'est-ce que la musique, potentiellement, et presque philosophique à cette question, nous apprend sur le silence, la tension, le rythme La pause. La pause, c'est juste après d'ailleurs la pause, et c'est vrai qu'on en aura besoin. Comment on peut tenir compte des leçons que nous propose la musique pour recalibrer, repenser ce quotidien professionnel en tenant compte de cette envie, de ce besoin de lenteur? C'est-à-dire que la musique, c'est le jeu du son et du temps. On n'est pas là soumis au temps, on joue avec le temps. Et donc, le temps a des moments où on s'arrête, on prend le temps d'avoir le temps, et même dans la musique. Il y a des moments, il y a des pauses qui sont exceptionnelles. Par exemple, le silence après Mozart, c'était encore du Mozart, disait quelqu'un. Voilà, exactement, j'allais le dire. Il y a par exemple, oui, mais j'ai un autre souvenir, et c'est étonnant parce que ça date de plus de 60 ans. C'était un concert de Karajan avec la symphonie Jupiter de Mozart. Et au milieu du premier mouvement, il y a tout à coup la musique qui monte dans l'aigu, qui s'égrène, qui devient une espèce de pointillé. On ne sait pas ce qui va arriver. Le silence arrive. Et tout à coup, un accord dramatique, mineur, sombre, vraiment s'impose. Et le génie de Karajan, c'est d'avoir dilaté le temps. C'est-à-dire, il a attendu, il a dramatisé, il a théâtralisé ces nouveaux accords. Et je trouve que le silence est aussi important dans la parole, dans un discours. Il faut savoir ménager des silences. Il n'y a pas que dans la musique. Alors, généralement, les compositeurs ont prévu les silences, mais c'est aussi à l'interprète à savoir utiliser. Ce que ne peut pas faire une intelligence artificielle, par exemple, c'est d'analyser le caractère d'une salle. Vous êtes dans une salle et il y a une certaine acoustique, il y a une certaine ambiance. On le ressent tout de suite. Eh bien, l'interprétation, l'exécution d'un morceau qu'on va faire après, juste après avoir pris connaissance du lieu, ben, ça va tenir compte de cela. On est dans quelque chose qui vous parle tout de suite et qui implique une nouvelle approche, une approche de la musique. On est... Voilà. Je marque un petit silence. Oui. Volontaire. Oui. Pour arriver à ma dernière question pour vous, Jacques Mercier, même si on aurait pu encore discuter longtemps, aujourd'hui, je sais que vous êtes arrivé à
voilà, un moment de votre vie où un mot s'impose plus que les autres, c'est celui de transmission. Vous y passez beaucoup de temps à transmettre des idées, des valeurs, des envies, des enthousiasmes aux jeunes générations. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Demain, certains seront musiciens, peut-être d'autres pas, mais du coup, quelle leçon de vie, modestement, vous leur donnez qui pourront leur servir dans leur vie professionnelle demain pour peut-être remettre un peu plus d'humain là où la technologie est en train de tout envahir? Depuis ma retraite, parce que nous sommes aussi retraités à partir d'un certain âge, j'ai tourné le dos à d'autres concerts, à des concerts, et je travaille maintenant sur des projets Erasmus+, c'est-à-dire qui mettent ensemble des jeunes de toutes sortes. J'ai fait là, récemment un ciné-concert qui était donné dans la grande salle, c'est-à-dire que l'orchestre joue en direct avec un écran, avec un film qui a été réalisé par des jeunes entourés par des professionnels. L'orchestre était aussi quelques professionnels et des jeunes qui venaient de différents pays d'Europe. Il y avait des Estoniens, il y avait des Albanais, il y avait des Allemands, Français, Tchèques, etc. Donc je mets tout ça ensemble et je transmets un savoir. Je suis dépositaire d'une culture qui a tendance maintenant à être un petit peu assez filochée parce que, comme vous disiez, on va trop vite, on n'a pas le temps d'écouter, on n'a pas le temps d'accepter ce cérémonial, je mets des guillemets, d'un concert. On écoute très rapidement chez soi et on arrête. Donc je transmets un répertoire, une approche de la musique, et puis surtout un sentiment européen qui m'anime très fort. Donc ça, ce sont des projets européens que je vais mener le plus longtemps possible avec un répertoire et puis la création d'objets culturels un peu originaux comme un ciné-concert. Là, je vais travailler sur... Des objets culturels non identifiés. Voilà. Sur, au contraire, quelque chose, enfin, avec orchestre également, mais vidéo, pièces de théâtre, etc. Un objet très complexe, mais qui est destiné à voyager dans toute l'Europe. Voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Jacques Mercier, ce matin pour partager vos réflexions sur un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout d'intelligence artificielle pour travailler. C'était un plaisir de vous écouter. On vous raccompagne et une pause s'impose effectivement. Il est 10h50. Je vous donne rendez-vous à 11h20. Attention, 11h20 tapante parce que moi je recommence, que vous soyez là ou pas. Du coup, c'est quand même mieux que vous soyez là parce qu'on a encore plein de choses super intéressantes à voir et à discuter ensemble. Et vous aurez la parole aussi en fin de matinée pour toutes les questions ou les réflexions que vous auriez envie de partager avec les intervenants. Ne vous en privez pas. Pause donc jusqu'à 11h20. À tout à l'heure. Merci mesdames, messieurs. Et merci à vous Jacques Mercier.